Comment la guerre a-t-elle changé en 2026 ? Quelle est la réalité sur le terrain aujourd'hui et comment change le moral des Ukrainiens ? Vous écoutez le podcast « L'Ukraine face à la guerre ». Ce podcast est enregistré en Ukraine et par des Ukrainiens. Dans ce podcast, nous racontons comment l'Ukraine continue à vivre et à résister face à l'agression russe. Nous proposons des analyses, mais aussi des témoignages. Nous essayons de vous faire comprendre l'Ukraine, son histoire, sa société et sa culture. Je m'appelle Tetiana Ogarkova. Je suis universitaire et journaliste, responsable du département international à l'Ukraine Crisis Media Center. Avec moi, Volodymyr Yermolenko, philosophe, président du PEN Ukraine, rédacteur en chef de ukraineworld.org. Avec Volodymyr, nous avons coécrit l'ouvrage intitulé « La vie à la lisière, être ukrainien aujourd'hui » paru chez les éditions Gallimard. Nous continuons d'analyser l'actualité de la guerre russe contre l'Ukraine. Voilà Volodymyr, aujourd'hui je propose qu'on parle de ces récents changements de la guerre russe contre l'Ukraine, qu'est-ce qui a changé sur le terrain et quels changements nous observons tout aussi bien sur le terrain que dans les actualités, puisqu'on a bien l'impression, n'est-ce pas, que durant les dernières semaines et derniers mois, il y a quelques changements majeurs qui sont intervenus dans cette guerre, notamment il y a, je dirais, pour commencer, qu'on observe beaucoup plus de symétrie en fait au niveau de frappe de moyenne et de longue portée que pour la première fois depuis longtemps, l'armée ukrainienne arrive à infliger des lourdes pertes à la Russie, y compris sur la ligne du front, où l'armée russe n'avance presque pas. Mais tout aussi bien, ce qui était le plus significatif et le plus spectaculaire, n'est-ce pas, ce sont des frappes qui touchent les raffineries de pétrole sur le territoire russe, mais qui détruisent aussi la logistique dans les territoires occupés, y compris d'ailleurs sur la péninsule occupée de la Crimée, occupée depuis 2014. Oui, je pense qu'effectivement, on voit actuellement, on voit un changement radical. Je pense que avant, les Ukrainiens ont dit que nous sommes créatifs, nous avons beaucoup d'innovation, nous essayons de faire la guerre côté technologique. Les Ukrainiens ont inventé la guerre de drones parce qu'on n'avait pas suffisamment de munitions. Donc les Ukrainiens ont inventé la guerre de drones et finalement, bien sûr, les Russes suivaient parce que ils ont copié aussi les innovations des Ukrainiens, mais toujours on a entendu avec toi de nos soldats, de nos militaires, que les Ukrainiens sont meilleurs dans la nation, mais ils sont pires que les Russes dans ce qu'on appelle le scaling up en anglais, c'est-à-dire je ne sais pas, la croissance. On fait ça à l'échelle industrielle. Voilà, l'échelle industrielle, la croissance technologique, la croissance industrielle des inventions, disons comme ça. Et je pense que pour le moment, 2022 nous montre que finalement, les Ukrainiens ont commencé aussi de gagner la guerre, pas seulement du côté de qualité, mais aussi du côté de quantité. Et je pense que ça a été un vrai choc pour les Russes, parce que la guerre technologique pour les Ukrainiens est nécessaire de façon existentielle, parce que nous avons beaucoup moins de personnes, d'hommes que les Russes. Donc on doit sauver beaucoup de vies, bien sûr. Les vies des soldats nous est beaucoup plus précieux que pour les Russes. Mais là, maintenant, je pense que cette guerre technologique, maintenant, ça tournait vers un vrai avantage des Ukrainiens. Oui. Oui, tout à fait. Mais portons aussi notre regard sur les lignes du front, parce que nous avons fait avec toi assez récemment des voyages vers la ligne du front. Nous sommes partis dans la direction de Pokrovsk, dans Pavlograd et dans les villages situés après Pavlograd, donc c'est-à-dire assez près de la ligne du front.
Nous sommes aussi partis avec toi dans la ville de Kherson, cette ville qui est située directement dans ce qu'on appelle depuis plusieurs années déjà le kill zone, c'est-à-dire la zone où justement on peut être tué à tout moment. Et donc, constatons en fait ce qui se passe sur le terrain. C'est-à-dire que nous avons parlé, n'est-ce pas, avec des militaires. Nous avons évidemment entretenu avec des civils, notamment à l'intérieur de la ville de Kherson. Quelles étaient tes impressions en fait par rapport à ce que nous avons entendu? Moi, je pense que c'est une histoire différente. Donc, c'est différent de ce qu'on voit dans les médias, c'est les deep strikes, etc. Malheureusement, sur la ligne de front, on voit que la situation reste très très dure pour les Ukrainiens. Et moi, je dirais même que plutôt négative. Parce qu'on voit que, par exemple, les villes de Donbass, les fameuses villes comme Konstantinivka, comme Drushkivka, Konstantinivka est vraiment, nous ne savons pas si le contrôle ukrainien est vraiment là. Si les Ukrainiens tiennent la ville, ce sont plutôt les Russes qui le contrôlent. Et en fait, c'est bien sûr très tragique parce que nous étions avec toi à Konstantinivka à plusieurs reprises, nous étions à Drushkivka. Donc, ce bataille pour ces 4 villes de Donbass, il continue. Et malheureusement, là-bas, on ne voit pas pour le moment une révolution euh, vers la puissance ukrainienne, vers les avantages ukrainiens. À Kherson, on voit que la situation aussi s'aggrave. Je pense que ça s'aggrave, ça devient de plus en plus difficile pour des civils d'être dans la ville. Et toi, qu'est-ce que tu penses? Quelles sont tes impressions? Parce que je pense que c'est très important de tenir en tête ces plusieurs dimensions de la guerre. Une dimension, et on va parler là-dessus, je pense que ce qui se passe en Crimée, c'est un collapse. On va parler de ça, on va y revenir. On va y revenir, mais je serais plutôt d'accord avec toi de dire que sur le terrain, quand on est à quelques kilomètres ou à quelques dizaines de kilomètres de la ligne du front, en fait, on constate que c'est la même situation qu'en 2025, 2024, voire pire. Par exemple, à Kherson, nous avons visité 2 fois d'affilée, c'est ça, 2 fois d'affilée la ville de Kherson, au mois d'avril, et ensuite tout à fait récemment, tout au début du mois de juin. Et donc, mois d'avril, c'était un moment particulièrement dramatique parce que cette fameuse division qui s'appelle Rubicon russe, était placée juste en face, rive gauche occupée, en face de Kherson. Ils ont amplifié, on va dire, le safari contre les civils. Donc, on sait tous qui est ce safari contre les civils, mais cette fois-ci, c'était vraiment à l'échelle un peu industrielle parce que les Russes ont commencé à utiliser les drones du type FPV, First Person View, mais avec le fibre optique. Et ce sont des drones qu'il est littéralement très difficile en fait de les faire détourner de leur trajet. On peut uniquement les descendre avec des armes comme ça de courte portée, mais c'est très difficile parce qu'en quantité, ils sont vraiment en masse. Et donc là, je me rappelle un moment où justement, même les rues qu'on considérait et qui plutôt safe, et même les quartiers qu'on considérait plutôt safe, comme par exemple cet arrondissement qu'on appelle Tavriski, situé tout au nord de la ville, ou comme par exemple tout le centre de la ville, comment s'appelle cette rue, Groshevski, en fait, relativement loin du fleuve Dnipro. Là, c'est devenu une espèce de chemin de la mort parce que justement, tous les jours, il y avait des frappes. Donc après, heureusement, la situation a un tout petit peu évolué depuis. Donc au mois de juin, nous avons constaté que les forces ukrainiennes ont pu détruire une grande quantité de ce Rubicon. D'après ce que les civils nous ont dit, ils ont détruit 5 sur 7 unités de ce Rubicon. Donc 5 sur 7, c'est déjà beaucoup, c'est 2 tiers. De Rubicon ont été détruits par nos frappes. Donc ça a un peu soulagé les habitants de la ville, mais ça reste extrêmement dangereux. Aujourd'hui, je viens d'ouvrir les actualités et donc je viens de voir qu'aujourd'hui, à Kherson, un drone du type FPV a visé une femme qui était dans la cour de son immeuble et qui était là avec ses 3 enfants. Donc un adolescent et 2 enfants de 6 et 3 ans, ou 5 et 3 ans. Donc une famille qui ont été
heureusement pas tués, mais blessés, blessés qui sont à l'hôpital aujourd'hui. Donc c'est-à-dire que la ville, et je dirais d'une manière plus globale, que ce qui se passe à Kherson, mais ce qui se passe sur la ligne du front, tu as évoqué Konstantinivka, oui, on sait qu'il y a une infiltration russe à l'intérieur, on sait que les Ukrainiens essaient de tenir quand même, mais on peut parler, je crois, tu seras d'accord avec moi, de l'élargissement de quelle zone. C'est-à-dire que ce n'est plus 5 kilomètres, ce n'est plus 10 kilomètres, je sais pas, c'est 25-30 kilomètres aujourd'hui. C'est vraiment, et c'est un côté très visuel quand on voyage et vers la ligne du front, et on est quand même, par exemple, assez loin de ce qu'on appelle la ligne zéro, mais déjà les routes sont couvertes de ces filets anti-drones, justement parce que les frappes elles sont très profondes, des frappes avec des drones principalement, mais aussi avec les bombes planantes. Ben, évidemment, les filets ne protègent pas contre ça, mais c'est-à-dire que le kill zone, le territoire où justement les Russes ne peuvent pas avancer, mais nous non plus on ne peut pas avancer, c'est devenu beaucoup plus large. C'est-à-dire qu'il s'agit de la zone très large qui n'est contrôlée véritablement par personne. Et donc la tendance aujourd'hui, c'est de dire que cette zone, elle devient de plus en plus large. Oui, il faut dire que, et vous pouvez, nos auditeurs, vous pouvez voir ce que nous avons filmé avec Tetiana effectivement sur les réseaux sociaux de Ukraine Crisis Media Center. En français, les routes autour de Pavlograd, les routes autour de Kherson, sont des centaines de kilomètres en fait, les routes couvertes par des filets anti-drones, les routes autour de Izium, près de Sloviansk et beaucoup d'autres. Et on a vu aussi à Kherson, je pense que pour la première fois, que même les rues à l'intérieur de la ville, que nos amis ont montré les rues normales dans la ville avec la transportation publique et tout ça, qui sont déjà devenues les rues de la mort, malheureusement. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs personnes qui ont été tuées dans cette rue. Ils sont couverts par des filets anti-drones. Donc, c'est-à-dire, je pense que la stratégie des Ukrainiens est de dire qu'on commence à combattre les Russes, pas front à front, mais plutôt cette guerre asymétrique. Parce que je définis la guerre asymétrique comme une tentative de transformer les forces de ton adversaire vers des faiblesses, c'est-à-dire les points forts de ton adversaire vers les faiblesses. Et nous avons bien sûr... nous savons tous que, disons, la grande territoire de la Russie, c'est une force de la Russie. Donc, ce qu'on essaie de faire, les Ukrainiens, transformer cette force vers une faiblesse. La Russie aussi a beaucoup de pétrole. Ce qu'on essaie de faire, c'est transformer cette force en une faiblesse. La Russie est un système vertical du pouvoir dans lequel les citoyens sont que des esclaves. Alors, c'était toujours la force des autoritarismes, ce qu'on essaie de faire, et peut-être on en parlera, transformer ça dans une faiblesse. Donc, l'idée avec Kherson, je pense que l'idée stratégique, c'est de couper vraiment la logistique de Crimée et aussi de sud occupé de l'Ukraine, et puis graduellement déoccuper ou libérer ces territoires à partir de l'ouest jusqu'à l'est. On a vu aussi que que je ne sais pas comment on appelle en français, Kinburska Kosa a été marqué par le drapeau ukrainien. C'est déjà de l'autre côté de Dnipro. Peut-être c'est un commencement aussi de cette libération. Oui, de cette libération, et donc je serais d'accord, mais je serais aussi... Donc il y a un point positif, positif, donc tout est très compliqué en fait, mais en fait quand tu dis que la guerre asymétrique, selon ton définition, c'est quand on transforme les forces de l'adversaire en ses faiblesses. Et j'ai déjà rencontré cet avis des experts militaires qui disent que cette guerre de la Russie contre l'Ukraine, la défense ukrainienne, elle change un peu en fait de la nature même de la guerre d'aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui, par exemple, tu peux occuper des territoires comme la Russie a fait en Crimée, en Mariupol, sud-est de l'Ukraine, mais c'est que l'adversaire, ce que l'Ukraine par exemple peut faire, elle peut rendre
cette conquête inutilisable. C'est-à-dire que par l'élargissement justement de cette kill zone, d'abord à l'échelle de petits drones de type FPV, mais après avec les moyens qui sont en plein développement, c'est-à-dire avec des frappes de plus en plus en profondeur, des moyennes portées, longues portées, on peut évidemment rendre justement cette conquête inutilisable, inutile. C'est-à-dire que tu peux conquérir un territoire, mais tu peux pas en profiter. Parce que, bon, ça vient pas tout de suite. C'est-à-dire que la Russie, évidemment, elle a profité de la Crimée pendant toute la période de 2014 jusqu'à aujourd'hui. Évidemment, tous les territoires qui ont conquis à l'est de l'Ukraine, après au sud, etc. Ça, c'est, voilà. Mais avec l'élargissement de quelle zone, on peut avoir un territoire et pas pouvoir y vivre correctement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ton adversaire, il peut toujours frapper les, les tuyaux logistiques. Il peut te priver, comme nous sommes témoins de cette chose absolument incroyable, quand nous voyons que, par exemple, en Crimée, depuis quelques jours déjà, il n'y a plus de vente de pétrole, de l'essence, dans les stations-service aux citoyens. C'est-à-dire que seuls les services d'État peuvent en avoir, mais il n'y en a pas pour des citoyens, pour des civils. Donc, il n'y en a pas, tout Et même simplement. les services d'État, ils ne reçoivent pas régulièrement le pétrole. C'est ça. Après, ça veut dire quoi? Ça entraîne toute une série de conséquences très claires parce que sans essence, tu n'as pas de transportation pour apporter de la nourriture dans les supermarchés, par exemple. Tu as un problème avec de l'eau parce que l'eau, parfois, il faut la transporter avec tout ce qui se transporte avec les camions, ça ne marche pas. Ça entraîne un problème direct tout de suite pour des banques, en tout cas pour l'argent liquide. Parce que dès qu'il n'y a pas d'argent liquide, donc, c'est-à-dire que sans les voitures qui transportent l'argent liquide, tu peux pas avoir. Donc, il y a tout de suite, il y a des limitations. C'est-à-dire que tu peux pas retirer autant que tu veux. Il y a des limitations, mais déjà aujourd'hui. Ensuite, tu as les problèmes d'électricité parce qu'il suffit qu'il y ait un moins de problèmes avec l'électricité, ça arrive. Sauf qu'il y a parfois des frappes aussi délibérées du côté ukrainien, comme récemment contre Simferopol. Mais après, tu peux pas faire marcher des générateurs parce que des générateurs, ça consomme quoi? Ça consomme diesel, ça consomme l'essence, etc. Et comme il y a le manque, donc ça te fait un territoire que tu n'arrives pas à gérer, même si de jure le contrôle. Et donc, je crois que on va observer, je sais pas, mais j'ai l'impression qu'on nous allons observer beaucoup d'événements de ce type, pas uniquement en Crimée, mais par exemple aussi à Mariupol. Toute cette couloir qu'ils appellent couloir qui relie la Russie avec la Crimée, toute cette grande conquête russe des premiers jours de la grande invasion 2022, ça risque de devenir impraticable. Oui, mais il y a bien sûr des problèmes pour les Ukrainiens aussi, parce que tu ne peux pas maintenir cette isolation logistique de territoires qui sont les tiens. Ce sont nos territoires et nos citoyens. Il y a beaucoup de gens, des Ukrainiens bien sûr, ce que Olena Styashkina, notre historienne ukrainienne, appelle des gens occupés. Des gens enfin, je ne sais pas si on traduit ça en français comme ça, occupied people. C'est-à-dire pas seulement des occupied lands, mais aussi occupied people, pas seulement les territoires occupés, mais aussi les gens occupés. Mais tu peux pas avoir cette situation pour toujours, n'est-ce Ouais. pas? Donc il faut physiquement les libérer tôt ou tard pour donner ces gens l'électricité, le pétrole, le gaz, la vie normale, la nourriture, etc. Parce qu'autrement, tu risques d'avoir une catastrophe humanitaire. Ce qui se passe d'ailleurs, malheureusement, déjà dans les zones occupées de la région de Kherson, par exemple, dans les villes comme Oleshki, comme Holopristan et comme d'autres. Et ce que les Russes, finalement, ils font rien pour améliorer la situation. Ils s'en fichent de la vie des gens. Donc, on risque aussi aller vers une situation d'une catastrophe humanitaire. C'est-à-dire que les Russes vont bien sûr, manipuler cette Mhm. situation en disant que ce sont les Ukrainiens qui provoquent cette crise. Donc, Alors j'espère... que, une petite précision quand même importante, que selon la législation internationale, c'est bien l'occupant qui a la responsabilité légale que de prendre soin de la population sur les territoires qu'il contrôle. Donc voilà, donc c'est-à-dire que oui,
évidemment, on va avoir beaucoup de manipulation, mais dans les situations où toi, tu as conquis un territoire, c'est ta responsabilité de s'assurer que la population est là le minimum, le strict minimum pour survivre. Alors que, malheureusement, et ça c'est vrai, il faut le dire, que ce n'est pas toujours le cas. Et nous savons que ce n'est pas toujours le cas. À Oleshki, il y avait des reportages dramatiques, écœurants, en fait, ce qui se passe, parce que c'est vraiment au niveau de là où la population n'a pas accès à la nourriture, à l'eau, etc. C'est extrêmement tragique. Oui. Et j'espère que l'Ukraine a une stratégie comment faire, parce que bien sûr, je comprends que finalement, le but de cette stratégie d'isolation logistique de la Crimée, tu as parlé de la manque de pétrole et de l'essence, mais bien sûr, ça, en fait, quand on lit ce qui se passe, la situation est beaucoup plus grave. Donc, l'électricité, la nourriture, la logistique, etc., tout ça est sous le risque. J'espère que voilà, ça va amener à une comment dire de faillite, aux faiblesses de l'armée russe, voilà, de maintenir des opérations militaires. C'est ça qu'on espère. Oui. Et que les Russes seront pas capables dans 1 mois, 2 mois, de continuer cette attaque vers Kherson, etc. Donc, mais je pense que c'est très important maintenant de voir que l'occupation de l'Ukraine a commencé par Crimée. Et je pense que la déoccupation va aussi commencer par la Crimée. Oui, ce n'est pas exclu. Parlons d'une chose qui n'est peut-être pas suffisamment éclairée dans les médias. Donc les réactions de la population des occupants, c'est-à-dire par exemple des citoyens russes en Crimée, c'est peut-être une chose qui est très regardée par les Ukrainiens depuis quelques semaines, ce qu'on appelle en anglais le guilty pleasure, que de regarder ces réactions-là, et qui peut-être n'est pas tellement au focus de l'attention du public international. Donc, et là, parce que là, on voit beaucoup d'asymétrie, parce qu'on retrouve des populations qui traversent les épreuves que nous avons tous traversées. C'est-à-dire, sans exception, toutes les gens qui habitent en Ukraine ont connu les situations sans essence. C'était très court, mais je me rappelle super bien la période en 2022 où il y avait justement aussi les limites 10 litres par voiture. C'est le moment où on ne pouvait pas partir avec la voiture. Ce qui concerne l'électricité, l'eau, c'est connu. Donc, nous avons pris l'habitude d'être prêts à tout. Et on se rappelle un peu des réactions, voilà, des notre population. Et on constate quand même une réaction très différente parmi cette population russe des occupants, notamment de la péninsule de la Crimée. Qu'est-ce que toi, tu avais remarqué? J'ai une hypothèse et je veux aussi te demander si tu partages cette hypothèse et peut-être tu as aussi d'autres observations, parce que c'est vrai que beaucoup des Ukrainiens, ils regardent maintenant toutes ces petites vidéos enregistrées par des Russes dans plusieurs, vraiment des dizaines de villes. Et pas seulement les villes de la partie européenne de la Russie, mais aussi des villes très très éloignées de la frontière ukrainienne. Ce que me frappe, c'est que quand les Ukrainiens subissaient ces privations d'électricité et tout ça, chauffage, tout était clair. Donc les Ukrainiens disaient, voilà, c'est la faute des Russes, c'est la faute de notre ennemi, on va être quand même fort, ils vont pas nous casser, voilà. Tandis que pour les Russes, la situation est différente, parce que je pense qu'ils ne reconnaissent pas l'existence de l'Ukraine. Ils ne reconnaissent pas que ce sont des Ukrainiens qui le font mal. Ils pensent qu'il y a le seul sujet, il y a le seul agent, si je peux dire, il y a le seul substance qui agit dans leur monde, c'est leur gouvernement. Et c'est le gouvernement qui a toujours raison, mais s'il n'a pas raison, il a toujours tort. Donc, c'est-à-dire que ce n'est pas les Ukrainiens qui sont responsables. Pour eux, ce sont leurs gouvernements. Et je pense que dans cette situation autoritaire, encore une fois, les points forts de l'autoritarisme, c'est que
la situation ne veut rien, donc ce qu'ils pensent ne veut absolument rien. Comme Custine d'ailleurs. Mhm. On doit enregistrer avec toi un épisode sur Astolt et Custine un jour. Custine a dit que la Russie c'est un pays où il y a des millions d'écorts, mais il y a une seule tête qui Mhm. pense, c'est-à-dire la tête du tsar. Mais s'il y a une seule tête, quand les choses vont mal, c'est toujours la même tête qui est responsable, qui est coupable. Et je pense que cet amour du tsar, cet amour absolu va être transformé très très vite vers une haine absolue. Je pense qu'on assiste à vraiment des derniers jours de Poutine. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Oui, je pense que j'ai aussi remarqué donc, dans ces plusieurs vidéos qu'on regarde sur Internet, parce que les Russes ils les enregistrent eux-mêmes, ils les partagent, c'est toujours, ils pensent toujours dans les termes d'une catastrophe naturelle. Naturelle, ou bien, voilà, ils portent, c'est Poutine, je sais pas, c'est Kremlin, bah, ils font ils accusent pas directement, ils n'osent pas, d'une manière générale, ils n'osent pas de dire que c'est toi qui est coupable parce que c'est toi qui as commencé ton opération spéciale militaire. Non, ils le disent jamais. Mais ils pensent dans les termes que, voilà, je sais pas quelle force fatale omnipuissante est là et qu'il fait tout et jamais il prononce le mot Ukraine, jamais il rétablissent le lien entre la cause et la conséquence. Parfois, ça peut arriver dans certaines têtes plutôt d'opposition, dans des formules sarcastiques, alors que, voilà, donc, mais c'est plutôt minoritaire. Mais les réactions majoritaires, c'est comment ça, comment on est arrivé là, on ne pouvait pas s'y attendre, comment se fait-il que nous manquons de l'essence, c'est pas possible parce que ce n'est pas dans l'ordre de choses. C'est-à-dire que une fois de plus, ils ne pensent pas dans les termes de la capacité de leur ennemi d'agir, de les infliger. Et je pense que c'est en partie parce qu'ils ne considèrent pas l'Ukraine comme un État réel, qui existe, qui est capable de quelque chose. Mais d'autre part, ils regardent aussi, ils disent que voilà, moi je m'intéresse pas à la politique. Et je me suis jamais intéressée, mais pourquoi moi je suis victime aujourd'hui Moi je suis pas allée à la guerre. Je ne suis pas allée à la guerre, je n'ai pas fait la guerre, j'ai tué personne, j'ai infligé rien à personne. Pourquoi moi aujourd'hui je souffre de telle ou telle conséquence? C'est-à-dire qu'ils sont incapables de faire le lien entre leur capacité, leur rôle historique, c'est-à-dire qu'ils ont agi en fait tous ensemble comme citoyens d'un pays agresseur, c'est-à-dire un pays criminel qui avait commencé cette guerre et plusieurs autres guerres aussi contre ses voisins. Ils refusent d'emblée cette part de la responsabilité individuelle. Pour cela, il essaie de s'innocenter en disant que moi, j'ai rien fait, pourquoi moi, je souffre aujourd'hui? Donc c'est une chose qui est très difficile de comprendre quand on est ukrainien, parce qu'il y a quand même, je crois que une leçon que nous avons tirée depuis le début de la guerre, c'est que dans la guerre, on n'est jamais seul. C'est-à-dire c'est toujours le corps social qui agit et tu es parti. Évidemment, nous sommes tous individualistes, nous sommes une société assez développée, assez individualiste, mais nous comprenons quand même que en étant citoyen ukrainien, tu partages le sort, le destin de tout le monde. C'est la guerre, c'est la leçon de l'égalité, c'est-à-dire. Mais pour les Russes, c'est pas comme ça. C'est-à-dire que ils s'innocentent, ils disent que voilà les politiques, voilà, et nous, on n'y est pour rien. Et c'est très étonnant de constater que ce sentiment-là, il est quand même assez répandu en Russie. Oui, il y a la manque de deux choses. Il y a la manque de la pensée causale, c'est-à-dire cette pensée scientifique, nature philosophique. Ce qu'on a, bien sûr, dans la civilisation européenne, à partir de la modernité, cette révolution scientifique qui n'a jamais eu lieu en Russie d'ailleurs. Et deuxième chose, c'est la manque de la pensée éthique. Précisément, c'est la manque de sentiment de responsabilité. Donc c'est intéressant, c'est qu'en Ukraine, tu as plutôt ce sentiment d'une responsabilité élargie, c'est-à-dire que les gens
portent une responsabilité beaucoup plus large qu'ils ne portent normalement dans la vie normale. On augmente notre sens de responsabilité parce qu'on dit que oui, nous sommes responsables pour nos familles, mais nous sommes responsables aussi pour nos amis à la ligne de front, pour cette unité, pour le destin de cette ville, etc., etc. Tandis que en Russie, c'est pas seulement la Russie, je pense que le destin de chaque citoyen du système autoritaire, c'est comment dire, c'est le sens de responsabilité devient beaucoup plus étroite, beaucoup plus coupé, si je peux dire, je ne trouve pas le mot. Voilà. Et Il y a encore un sujet, il me semble qu'il faudrait qu'on parle d'un dossier, en fait, qui est important, qui est aussi en train de changer, c'est la dimension internationale de cette guerre. Et je peux, juste un dernier sujet, c'est sur la Russie, c'est l'attitude du pouvoir. Parce qu'on a vu Poutine donner un grand interview, voilà. Et ce qui m'intéresse, c'est ta réflexion là-dessus, parce que je pense que la Russie et Poutine essayent finalement de dire que rien n'a changé. Tout est stable, voilà. Et tout est stable, tout reste le même, on continue notre opération, etc. Et mon idée, c'est que encore une fois, c'était une force de la Russie d'être, comment dire, stubborn. Comment tu dis en français prévisible. Non, stubborn. C'est-à-dire... têtu. Voilà, têtu. Donc, nous dépendons pas des changements extérieurs, de ce qui se passe dans le monde. On va continuer avec notre ligne de parti, etc. Et c'était bien sûr la force aussi, une des forces des Russes. Mais parfois, ça devient une faiblesse. Et je pense que cette manque de capacité de s'adapter à la situation, ça sera aussi une des forces qui va mener à une défaite des Russes. Et toi, qu'est-ce que tu penses ? Oui, tu es absolument d'accord, parce qu'il s'agit du déni de la réalité. Tu peux être têtu comme tu veux, comme par exemple durant la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire pas compter les pertes, comme exactement la même attitude aujourd'hui, donc depuis 2023 environ. Voilà, la tactique la plus préférée des Russes, c'est de ne pas compter leurs morts, leurs blessés. C'est toujours, on peut discuter, on n'a pas accès à des chiffres véritables de pertes de notre côté, mais tous les experts le confirment, que les pertes étaient toujours supérieures du côté russe. Et il s'agit de 3 fois, 4 fois, 5 fois. C'est-à-dire que, voilà, être têtu dans le sens que moi, je vois un objectif, je veux aller coûte que coûte. Donc, c'était une stratégie utilisée par les Soviétiques. C'est pour ça d'ailleurs que ils ont apporté leur part pour la victoire contre le nazisme, il faut le dire aussi. Mais aujourd'hui, ça ne marche tout simplement pas, parce qu'il y a un moment où justement tu commences à nier la réalité de la chose. Et aujourd'hui, quand on regarde Poutine qui dit que l'opération spéciale militaire elle se déroule selon le plan. Mais écoutez, là, c'est vraiment, ça démontre justement sa incapacité de reconnaître, parce que quand tu ne reconnais pas, tu n'ajustes pas ta tactique, et après, il n'y a pas de moyen d'améliorer ce que tu es en train de faire. Et tôt ou tard, ça sera une impasse. Revenons au sujet que je voudrais évoquer un dernier, en fait un sujet de changement de l'attitude, parce que justement depuis, donc il faut aussi souligner que ce changement dont on assiste peut-être au début de ce changement, on ne sait pas s'il va durer, on espère évidemment, mais ce n'est pas parce qu'il y avait d'un coup il y avait une grande solidarité autour de l'Ukraine, ce n'est pas parce que, je ne sais pas, les tomahawks américains sont arrivés ici, c'est parce que justement l'Ukraine a transformé sa faiblesse en sa force. Sa faiblesse consistait dans le fait que nous on ne disposait pas de armements nécessaires, parce que ce qui était envoyé en retard, en quantité minimale, etc., etc. C'est parce que aussi la nouvelle attitude de la nouvelle administration américaine et de Donald Trump était ce qu'ils appelaient les Russes l'esprit de Anchorage. C'était très flou en fait ce que ça voulait dire, mais en fait c'était que Donald Trump il n'aidait pas tellement l'Ukraine, ni avec les envois des armements, et il y avait toujours des problèmes. Et donc là, on a transformé une fois de plus notre faiblesse en notre force. Et là, par contre, quand les résultats réels deviennent quand même
explicite, c'est-à-dire que c'est facile à voir qu'il y a des feux à Moscou, c'est facile à voir ce qui se passe en Crimée, etc. À Saint-Pétersbourg aussi, la flotte frappée, un bateau frappé. Donc et on assiste aussi à, je crois, et je voudrais avoir ton avis, qu'il y a un certain changement aussi de l'attitude de nos partenaires occidentaux, notamment des États-Unis, parce que là, Donald Trump est en train de dire, en tout cas au niveau rhétorique, que Zelensky il fait bien, donc et qu'il avance bien, etc. Qu'est-ce que tu en penses? Bon, on a développé quand même une attitude de ne pas croire beaucoup aux propos de Trump. On verra qu'est-ce qu'il va dire dans une semaine. Je pense qu'il va dire l'inverse. Donc peut-être il y a un certain changement, mais ce qui est important, je pense, c'est qu'on continue avec ce qu'on fait. Et on continue pour longtemps. Et on convainc nos partenaires que c'est pour longtemps et on doit continuer chaque jour. Parce que si on arrête de frapper les unités russes, les objets de l'énergie, de pétrole, etc., pendant une semaine, 2 semaines, ils vont bien sûr stabiliser la situation. Et leur population va dire, bah voilà, on a traversé le pire et tout est bien, tout est normal. Parce qu'on connaît bien comment ça se passe avec des Ukrainiens. On a aussi subi beaucoup de périodes très, très difficiles. Et quand ils se normalisent, se stabilisent, on dit, bah voilà, le pire est derrière nous et continuons à vivre. Donc je pense que c'est très important de persuader nos partenaires que ça doit être une stratégie. Et surtout de persuader nos partenaires que la victoire ukrainienne est possible. Qu'il faut parler de la victoire ukrainienne. Malheureusement, je vois, je suis revenu de l'Europe, de l'Autriche, de la France, et je vois qu'on est plutôt dans le discours de la guerre, la paix, et pas la guerre et la victoire. Et je pense qu'il faut changer ce discours. Il faut changer le discours de ce discours qui dit que l'Ukraine souffre beaucoup, pauvre Ukraine, il faut qu'on aide à l'Ukraine pour qu'il ne perde pas cette guerre. Vers un discours, l'Ukraine est très fort, on a besoin de l'Ukraine à l'Union européenne pour la défense européenne et mondiale et globale et l'OTAN, et donc l'Ukraine de gagner cette guerre, cette victoire est tout à fait possible. Il serait bien pour les Ukrainiens et aussi pour les Russes. Oui, tout à fait, absolument d'accord avec toi. Il y a aussi une chose à rajouter, c'est que l'Ukraine, depuis 2022, a fait tout un chemin de montrer que les lignes rouges du Kremlin, c'est du faux, n'est-ce pas? Parce que justement, on peut frapper la Russie sans la réponse nucléaire, la peur la plus fondamentale, n'est-ce pas, de nos partenaires occidentaux. On peut entrer dans le territoire russe, on peut même toucher à l'endroit sacré, à la Crimée, sans avoir une réponse nucléaire. Alors, nous avons déjà fait cette épreuve de courage que la victoire, comme tu dis, elle est possible. Donc, il ne faut pas avoir peur de cela. Merci Volodymyr de cet échange. On espère que ça a éclairé nos auditeurs. C'était le podcast L'Ukraine face à la guerre. N'hésitez pas de partager cette émission. Nous n'allons pas tarder à enregistrer et diffuser d'autres épisodes. Je m'appelle Tetiana Ogarkova, j'étais accompagnée par Volodymyr Yermolenko, philosophe, président du PEN Ukraine, rédacteur de chef de ukraineworld.org. Avec Volodymyr, nous avons coécrit l'ouvrage intitulé La vie à la lisière, Être ukrainien aujourd'hui, paru chez Gallimard. Restez avec nous et soutenez l'Ukraine.